Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'écologie et c'est tant mieux, à la télé, à la radio, sur la toile. Mais on entend aussi de plus en plus de choses relevant plus du greenwashing. Et c'est pas toujours facile de faire la différence entre communication et information. Alors une vidéo aujourd'hui pour continuer à se former sur les enjeux climatiques et environnementaux, comprendre les ordres de grandeur et détecter le greenwashing. Allez, je vois, ça y est, tu vas encore chercher la petite bête, c'est ça, hein, les entreprises commencent à faire des efforts, mais c'est jamais assez bien. Bon, alors pourquoi tu n'examines pas plutôt celles qui font bien le boulot plutôt que le greenwashing? Oui, tu as raison, c'est vrai que certaines entreprises s'engagent réellement, font des efforts, mais il y en a aussi qui pratiquent un double discours et c'est pas toujours facile à démêler. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale sur le greenwashing avec Cédric Riggenbach. Allez, c'est parti et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça peut aider. Bonjour Cédric, merci de nous recevoir. Alors, tu es toi le créateur d'un jeu qui s'appelle La Fresque du Climat, qui a une croissance exponentielle qui permet de comprendre justement ces enjeux climatiques. Parce qu'il y a vraiment un paradoxe. Les informations sur l'environnement et le climat, elles sont un peu partout maintenant dans notre société. Et pourtant, on a du mal à les relier entre elles. Et on a du mal du coup à comprendre l'ampleur du problème et également les solutions possibles. Oui, c'est vrai. En fait, oui, on a le changement climatique, c'est très systémique. Il y a énormément de composantes différentes. Et aux informations, on va entendre un événement par-ci, un événement par-là, etc. On sait que c'est relié au changement climatique, on ne sait pas forcément comment. Et en fait, la fresque, elle sert justement à ça. En fait, on a des différentes cartes qui représentent les composantes du changement climatique. On refait tous les liens de cause à effet et on comprend pourquoi les incendies en Californie sont reliés de proche en proche à nos actions, à nos émissions de CO2, des règlements climatiques, réchauffement, etc. Donc voilà, la fresque, elle permet cette vision systémique de toutes les composantes. On a aussi l'impression que cette information elle est disponible partout et que du coup tout le monde est au courant. Et en fait, non, pas tant que ça. Les citoyens ne sont pas spécialement au courant des enjeux climatiques, en tout cas pas au bon niveau. Ceux qui le grand public pense savoir parce qu'ils ont entendu 2-3 éléments d'information et avec le peu d'infos qu'ils ont, ils pensent savoir. Ceux qui savent vraiment, eux, par contre, ils sont beaucoup plus humbles sur le niveau de connaissance parce qu'ils savent que en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, surtout, ceux qui savent, qui ont pris le temps vraiment de se former, de comprendre, une fois qu'ils ont acquis ces connaissances, ils ont l'impression que c'est une évidence et que tout le monde est censé savoir ça. Et donc, il y a un grand malentendu là entre ceux qui savent vraiment et puis qui s'imaginent que tout le monde partage ça, puis ceux qui ne savent pas, qui ont l'impression aussi qu'ils savent. Et en fait, voilà, on reste dans une situation où il y a encore aujourd'hui un très, très gros travail de formation et de sensibilisation du public sur les enjeux climatiques. Oui, alors j'invite d'ailleurs tous les spectateurs à faire cette fresque du climat qui dure 3 heures et qui est vraiment un temps précieux pour comprendre ça. Il y a effectivement un exemple très concret de ce que tu dis dans les ordres de grandeur. Par exemple, on a l'impression, on voit passer un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux de gens qui disent « Oh, bah moi je fais tel ou tel geste pour l'environnement » et qui la même année, vont partir en vacances à l'autre bout du monde et ils ne voient pas la contradiction entre les deux. Est-ce que tu peux du coup nous rappeler peut-être un ou deux ordres de grandeur sur ces questions d'empreinte carbone, de choses qui ne sont pas encore complètement intégrées dans la vie de chacun? Oui, ce que tu évoques là, ça illustre le manque de connaissances en fait, sur le sujet. On entend parler du plastique, du tri des déchets, etc. On croit que c'est un lien avec le climat parce que c'est dans le grand paquet de l'environnement. Mais bon, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur les bons ordres de grandeur, comme tu le dis. Donc, pour des gens qui ont un certain niveau de vie, des CSP+, une grosse partie du bilan carbone va être dans les billets d'avion, en effet, s'ils prennent un peu l'avion.
Donc, et ça va être vraiment un ordre de grandeur au-dessus de beaucoup d'autres choses. Donc, par rapport à ça, le tri des déchets, c'est vraiment quelque chose qui est infime. Éteindre la lumière dans un appartement, dans une maison, en termes de CO2, c'est que dalle. En termes d'énergie, c'est très peu. Et en plus, on a une énergie décarbonée en France, donc en termes de CO2, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut économiser l'énergie, par ailleurs, hein, c'est important, évidemment. Donc voilà, on n'a pas vraiment les ordres de grandeur en tête. Alors, tu me proposes d'en citer quelques-uns. Je n'ai pas donné beaucoup d'éléments, mais après, il faut aussi se former là-dessus. Donc, il y a des outils qui existent pour ça. La fresque ne va pas très loin dans le détail hein, de ce qui pèse et ce qui ne pèse pas, mais il y a d'autres outils complémentaires qui peuvent être utilisés. Donc, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone et qui permet ça. Il y a Carbone 4 qui a sorti aussi un outil qui s'appelle MyCO2 qui permet aussi de faire son bilan carbone personnel à travers un simulateur et guidé par un animateur. On mettra les liens dans la description. C'est une bonne idée. Et donc tous ces outils sont vraiment pertinents pour ça, pour que chacun ait voilà, quelques ordres de grandeur sur mon bilan carbone personnel, c'est quoi, où sont vraiment les gros postes qui me concernent, pour ensuite décider sur lesquels on va jouer. Et donc se dire qu'on a arrêté les touillettes en plastique, c'est gentil, mais on achète bio de temps en temps, on arrête les touillettes en plastique et on se dit que c'est bon. On arrête les touillettes en plastique dans l'avion, par exemple. Voilà. Et là, on a sauvé le monde. Oui, d'accord. Oui, on voit bien en fait que là, il y a une vraie prise de conscience qui commence à se faire dans la société, mais ce que tu dis, c'est qu'elle n'est pas encore assez précise. Voilà, et que chacun doit se former plus. Parce que du coup, on peut aussi, et là, être plus sensible. Il y a des arguments de ce qu'on appelait avant les climato-sceptiques, qui maintenant s'appellent les climato-réalistes, voilà, qui disent que non, finalement, il n'y a pas tant de problèmes, il y a d'autres problèmes à régler avant. Je crois que tu avais une analyse des climato-sceptiques. Oui, il y a plusieurs générations de climato-sceptiques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils correspondent aux 3 messages clés que dit le GIEC à propos du climat. Le GIEC, c'est le groupe le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est des scientifiques du monde entier, c'est des centaines et même des milliers de scientifiques qui analysent la littérature scientifique sur le climat et qui sortent tous les 5-6 ans un rapport sur ces sujets. Leur conclusion, quand il faut les faire tenir en 3 phrases, c'est qu'il y a un réchauffement climatique, il est dû à l'homme, et si on continue comme ça va être très très grave. Et on a eu 3 générations de climato-sceptiques qui ont été d'abord de dire il n'y a pas de réchauffement. Voilà, on a essayé de nous faire croire qu'il n'y ait pas de réchauffement. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile à cacher, donc ils arrêtent de dire ça. Voilà. Et ensuite, ils se sont dit oui, bon, ok, d'accord, il y a un réchauffement, mais ce n'est pas dû à l'homme. Voilà, c'est naturel, c'est des cycles naturels, tout ce que tu veux. Voilà. Bon, là aussi, les preuves scientifiques, elles sont accablantes. C'est clair que c'est la responsabilité humaine qui est derrière ce réchauffement. Et du coup, ils disent, oui, ok, peut-être c'est l'homme, mais arrêtez de nous dire que c'est si grave. Et voilà, 3e argument, oui, le réchauffement climatique, si on continue comme ça va être extrêmement grave. Et là, on essaye de nous faire croire que ça va être pas si catastrophique que ça. C'est eux qu'on appelle les climato-réalistes. Voilà, oui, il y a un réchauffement climatique, mais voilà, il y aura du bon et du moins bon. Hein. Quand il y a un changement, il y a des gagnants et des perdants. Bah oui, mais là, non. Les endroits où on va bénéficier de ce réchauffement climatique, on les cherchera. Il y aura de moins en moins d'endroits où on bénéficiera de ce réchauffement climatique. Ça va avoir des conséquences en cascade sur plein de domaines et qui vont être en général très, très négatifs. Pourquoi ? Parce que c'est des changements brutaux. Un changement qui est brutal, il y a peu de raisons d'être positif en fait. Oui, et puis avec pas vraiment le temps d'adaptation aussi pour les espèces, etc. Il y a un autre point, j'en parlais dès l'introduction en fait dans l'actualité, c'est ce fameux greenwashing. Il y a des messages sur l'environnement partout, notamment beaucoup issus des entreprises qui vont se prétendre neutres en carbone à l'horizon 2022, 2024, 2030, etc. Qu'est-ce que tu penses toi de cette évolution? Et est-ce que c'est honnête pour une entreprise de se déclarer neutre en carbone? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, déjà, si on a ce phénomène de communication extrêmement positive sur les enjeux climatiques, c'est qu'il y a une prise de conscience. Donc, il faut souligner le côté positif qui est qu'enfin, on en parle, on s'en préoccupe, et ça, c'est un pas en avant. Alors, le problème avec le climat, c'est qu'un pas en avant, il ne sera jamais suffisant. Hein, l'enjeu, il est tel qu'on pourra faire tout ce qu'on veut, ce ne sera jamais suffisant.
Même moi, avec tout ce que je peux faire aujourd'hui, je sais que je ne fais pas assez. Voilà. Ça met une pression sur les épaules de tous les activistes du climat qui peut les amener souvent au burn-out. Donc voilà, c'est clair qu'on n'en fera jamais assez. Bon, donc il faut relever les points qui sont positifs. Ensuite, on a des entreprises qui ont compris qu'il fallait qu'elles communiquent dessus. Elles ont identifié ça pour l'instant comme un enjeu de communication. Bon, c'est qu'elles sont au tout début de leur réflexion. En tant qu'elles le placent du côté de la communication, d'ailleurs, les premiers directeurs ou responsables RSE ou développement durable, ils ont été dans l'organigramme sous la responsabilité de la communication. Donc c'est bien le signe qu'on en est au tout début du process. La réalité, c'est que ce n'est pas qu'un enjeu de communication. Donc tant qu'on en est là, c'est qu'on n'a pas encore une vision suffisamment large de la question. Et puis, il y a aussi peut-être des entreprises qui sont conseillés par des consultants qui ont eu un peu envie rapidement de leur donner raison, de répondre à leurs attentes. Leurs attentes, c'est quoi? C'est moi, je veux redorer mon image et j'ai besoin de dire que je fais des choses positives. Et donc, sont arrivées des notions de neutralité carbone. On va vous faire quelques calculs pour montrer que vous êtes sur la route d'une neutralité carbone, etc. Et quand on regarde bien le sujet posément sur cette notion de neutralité, en fait, ça n'a pas de sens de parler de la neutralité au niveau d'une entreprise. Une entreprise, elle a une activité qui forcément utilise de l'énergie, donc fait du CO2, et ce n'est pas décarbonable à l'infini, ces activités-là. Donc, ou alors ça va coûter vraiment très très cher et on est très très loin des ordres de grandeur qui sont concernés par une vraie décarbonisation de ces secteurs. Donc il y a, je ne sais pas si on va dire de la désinformation, si c'est mensonger, mais il y a une tentation en tout cas très forte, il y a une attente de la part des entreprises d'avoir des choses à dire qui vont dans le bon sens. En face, il y a des consultants qui sont payés pour essayer de répondre à ces attentes et qui sont vite tentés de lui dire, bon, est-ce que si on présente les choses comme ça, est-ce que ça passe, etc. Et donc, voilà, on a ces mots de neutralité qui apparaissent. Et bon, voilà, la réalité, c'est que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça a un sens au niveau d'un territoire entier, d'arriver sur une neutralité carbone, pas au niveau d'une entreprise. Et décliner le sens qu'on peut donner sur un territoire à la neutralité, le décliner jusque dans l'activité d'une entreprise, c'est très compliqué à faire. Ça nécessite des arbitrages, des scénarisations qui sont arbitraires. Et donc oui, voilà, et puis, pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis comme pour l'instant, les citoyens, on en parlait, ne sont pas forcément très bien encore formés à ces enjeux-là, Oui. et ben, du coup, les entreprises peuvent en profiter également, je suppose. Oui, c'est clair que le niveau de connaissance du grand public en face, il n'est pas à la hauteur pour qu'il puisse avoir un esprit critique. Mais ça change, les choses évoluent, les gens sont de plus en plus formés, informés, et ils vont, je pense que dans les années qui viennent, les mois qui viennent, ils ne vont plus être dupes des messages de greenwashing qui apparaissent. Il y a quelque chose à savoir, par exemple pour le grand public, c'est la question des scopes. C'est-à-dire il y a un scope 1, scope 2, scope 3, qui est un package qu'a une entreprise pour justement travailler sur ces questions de carbone. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est et pourquoi c'est important? En quelques mots, que sont ces scopes et quelle est leur signification surtout? Alors le scope 1, donc les scopes concernent le bilan carbone d'une entreprise. Donc on va faire le bilan carbone au scope 1, au scope 2 et au scope 3. Le scope 1, c'est ce qui a été, donc c'est notamment les émissions de CO2 dues à la combustion de quelque chose sur le périmètre de mon entreprise. Donc si je brûle du charbon dans une centrale au charbon qui m'appartient, les émissions sont directement dans mon scope 1, dans le scope 1 de mon bilan carbone. Dans le scope 2, c'est la même chose, mais on va rajouter les émissions de CO2 par exemple de l'électricité que j'utilise et qui a émis du CO2 quelque part un peu plus loin dans une centrale thermique, ou si j'ai un réseau de chaleur, j'utilise une chaleur qui a été produite juste à côté. Donc on intègre les deux. Le scope 1 et 2, on peut considérer que ce sont les émissions de CO2 dont je suis responsable directement. Mon activité est responsable de l'émission de CO2 qui est dans le scope 1 et 2. Ensuite, il y a le scope 3 qui réunit plein de choses difficilement comparables, donc des émissions de CO2 en amont chez mes fournisseurs, etc., le transport des marchandises, en aval également. Et alors, dans ce qui est en aval, dans mon scope 3, il y a des choses qui sont l'usage des produits que j'ai fait. Alors, est-ce que je suis responsable ou pas de l'usage des produits que j'ai fait? Ça se discute.
on peut considérer que c'est l'utilisateur qui en est responsable. Et moi, je suis d'accord avec l'idée de dire que c'est l'utilisateur qui en est responsable. Par contre, l'entreprise qui produit ces objets, eh bien, d'une certaine façon, elle est dépendante de ces émissions. C'est-à-dire que si les consommateurs arrêtent d'acheter ces produits parce qu'ils émettent beaucoup, et qu'eux, ils sont responsables, ils veulent baisser leur bilan carbone, si les consommateurs arrêtent de les acheter, moi, mon business va s'en ressentir. Donc, je suis dépendant de ces émissions de CO2. C'est très important de regarder ça et de faire la distinction entre les deux, parce qu'on ne traite pas les choses de la même façon. Les émissions dont je suis responsable, il faut que je les fasse baisser parce que je suis une entreprise responsable. Mais bon, à la limite, j'ai aucune obligation légale à le faire. Alors que les émissions dont je suis dépendant, eh bien, si je ne m'en préoccupe pas, peut-être que demain, je vais mettre la clé sous la porte parce que je suis devenu très vulnérable au fait que les conditions socio-économiques ont changé, les comportements ont changé, mes clients B2B ont également voulu baisser leurs émissions et se sont tournés vers d'autres solutions, les normes ont changé, etc. Et donc je suis en danger d'un point de vue économique. Et donc la façon d'analyser ce scope 3, il est très différent de la façon dont on analyse les premiers scopes. Dans les commentaires qu'on voit de la part des ONG sur les entreprises, c'est souvent quelque chose qui est de l'ordre du jugement de valeur. Et pourquoi est-ce que les ONG vont regarder le scope 3 des entreprises? Juste parce que le scope 3, en fait, il est beaucoup plus gros que le scope 1 et 2. Voilà. Et donc, vu que les émissions de CO2, c'est le mal, et qu'on a envie de dire du mal de ces grandes boîtes, on va aller regarder leur scope 3, en disant, regardez, elles font énormément de CO2, etc. À part que non, en fait, le scope 3, si on prend le scope 3 de Total, dans le scope 3 de Total, il y a les émissions de CO2 de ma voiture. Et donc ça, je ne peux pas me dédouaner, moi, en tant que consommateur, quand je fais le plein, de ma responsabilité quand j'utilise de l'essence. Donc, ce scope 3, il ne faut pas le voir juste comme quelque chose qui est plus gros et on va pouvoir taper sur les boîtes. D'ailleurs, dans les commentaires qui sont faits sur les entreprises, on voit quelquefois les X entreprises, plusieurs dizaines d'entreprises sont responsables de la moitié des émissions de CO2 mondiales. A priori, le scope qui a été pris, c'est le scope 3, quand on fait ça. Ce qui veut dire qu'on a compté le CO2 plusieurs fois. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc ces chiffres-là, que des entreprises, un certain nombre d'entreprises sont responsables de X% des émissions mondiales, sont faites sur le scope 3, qui sont des scopes pas additionnables et n'ont pas de sens. Donc on a compté les choses plusieurs fois quand on a fait ça. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que les entreprises, elles en sont au début du processus, que ça met un certain temps à faire cette transition, qu'elles ont compris. Pour l'instant, elles émettent des messages de communication qui peuvent être irritants pour un certain nombre de gens qui sont très engagés sur ces questions. Mais il y a aussi un travers qu'il peut y avoir à tout le temps dire c'est jamais assez, c'est ça, de tout le temps les accuser, de ne jamais aller assez vite, jamais comme il faut, etc. En fait, c'est difficile de relever ce qui peut relever d'une forme de mauvaise foi ou même carrément de volonté d'entreprise de tout faire pour pas avancer dans le sens d'une amélioration des choses sur les questions carbone, et puis ce qui relève d'une transformation qui, pour des grandes entreprises, est nécessairement lente. Oui, je crois qu'il y a en effet un mouvement qui est lent et qui est long et qui va prendre très longtemps pour arriver à la transition, très longtemps et en même temps qui va profondément changer les choses. Donc on va avoir l'impression que ça va très vite. Ça va très vite, mais ça va durer quand même très longtemps parce que c'est un gros projet. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui ont commencé par faire leur bilan carbone sur les scopes 1 et 2, et notamment parce qu'on leur a imposé de le faire. Ce n'était pas naturel pour une boîte d'aller faire son bilan carbone au début. Donc on leur a imposé, elles l'ont fait, et puis une fois qu'elles l'ont fait, elles l'ont regardé quand même. Elles ont analysé un petit peu ce qui était possible de faire. Et puis plus tard, on leur a dit, déjà on a dit à plus de boîtes de le faire, donc les plus petites ont été obligées de faire leur bilan carbone par la suite également. On a abaissé progressivement le seuil au-dessus duquel il faut faire son bilan carbone. Ensuite, on a imposé aux entreprises de faire le bilan carbone sur le scope 3. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, pour une entreprise, le scope 3, c'est hyper intéressant d'un point de vue stratégique. Voilà. C'est plus les émissions dont je suis responsable, encore une fois, c'est celles dont je suis dépendant. Et pour travailler sur ces émissions, je suis obligé de réfléchir avec mon écosystème, mes clients, mes fournisseurs, et notamment, je me pose des questions sur la viabilité de mon business model dans un monde qui décide de rester sous les 2 degrés parce que
c'est pas moi qui vais décider qu'on reste sous les 2 degrés, c'est pas mon entreprise, c'est le reste du monde. Et donc même si moi j'ai un petit rôle à jouer, eh ben, je vais peut-être aussi subir des choses qui ont lieu par ailleurs. Alors, il y a quand même un progrès ces dernières années, c'est la généralisation de la comptabilité carbone. C'est-à-dire que le cœur même des entreprises, maintenant, doit intégrer ces questions d'environnement et puis donc de carbone pour agir à leur échelle sur le système climatique. Tout à fait. Alors, la raison pour laquelle on a imposer progressivement cette comptabilité carbone, c'est qu'on ne peut pas traiter un sujet si on n'a pas d'indicateur. On ne peut pas monitorer les émissions de CO2, on ne peut pas gérer les émissions de CO2 si on ne les monitore pas, si on n'a pas du reporting, des infos dessus. Donc, si on ne les mesure pas. Donc, si on a été obligé d'imposer ça aux entreprises, c'est parce qu'elles ne faisaient pas ça naturellement. Donc, on a commencé avec les grandes entreprises, plus de 50 000 salariés, je crois, où vous êtes obligé de faire un bilan carbone. Et puis, on a abaissé le seuil progressivement. Et puis, on a ensuite élargi. Donc, on a élargi parce qu'au début, on a demandé à ce que ce soit un bilan carbone sur le scope 1 et 2. Et puis, plus récemment, pour les grandes entreprises, on leur demande également de faire le bilan carbone sur le scope 3. La réaction des entreprises par rapport au bilan carbone sur le scope 3, d'abord, ça a été de dire ah ben non, parce que ça compte plein de trucs dont on n'est pas vraiment responsable et ça va nous alourdir notre bilan carbone. Bah oui, mais quel est le problème? Enfin, un peu comme si elles étaient responsables et donc on les accablait de leur mettre sur le dos toutes ces tonnes de CO2 dont elles n'étaient pas forcément responsables. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On va pas vous accabler d'avoir un bilan carbone énorme au scope 3 en fait. Mais ce scope 3, il faut que vous l'analysiez parce que votre activité dépend de tout ça. Voilà. Et donc cette généralisation du scope 3, elle est hyper intéressante et elle va poser des nouvelles questions et j'espère qu'elle va permettre de nous sortir un petit peu de cette comment dire, notion de carbone culpabilisatrice en fait, hein, où on est coupable d'émettre du CO2. C'est pas ça. On est tous dans le même bateau. Là, on fait tous du CO2. Il va falloir réduire ça. Il va falloir enclencher cette transition et on est tous responsables de la mener jusqu'au bout. Je trouve qu'on a quelquefois une mauvaise façon de traiter le problème en se mettant sur la dimension culpabilisatrice en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Il y avait l'expression responsable mais pas coupable. On est responsable de nos émissions de CO2. Voilà, c'est un fait, elles sont là. On fait tous du CO2. Enfin, plus ou moins suivant les pays. Hein, ceux qui n'en font pas, ceux qui en font très peu, ils ne sont pas vraiment en France. Et ça, c'est un état de fait. Il va falloir le changer. Donc maintenant, c'est une question de comment on s'y prend. Qui a la main sur quoi en fait pour changer les choses et donc que ce soit les citoyens, les entreprises, les politiques, on a chacun un rôle à jouer sur la partition et il faut s'y mettre. Oui, parce que là on a parlé des citoyens, on a parlé des entreprises, mais l'État dans tout ça c'est quand même lui qui fixe un certain nombre de règles. Oui, tout à fait. Alors une grosse partie de cette transition, elle va passer par des choses qui sont de l'ordre du politique. On sait très bien que les gestes individuels, ils ont des limites, que les entreprises également, elles ne vont pas sauver le monde avec leurs petits bras parce qu'en fait, ce n'est pas rentable hein, de sauver le monde. On aime bien dire que c'est rentable. Oui, regardez, j'isole ma maison, j'économise de l'énergie, donc de l'argent. Ouais, enfin, la plupart des projets qui vont permettre de baisser suffisamment les émissions de CO2 ne sont pas rentables là, comme ça, en l'état actuel des choses. Donc, elles deviendront rentables avec un prix du carbone, avec des normes qui changent, avec tout un ensemble, tout un contexte qui va évoluer, notamment sous l'impulsion du politique. Donc le sujet est éminemment politique, c'est une gestion des communs. Le climat, c'est un commun, c'est quelque chose qu'on partage tous à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète. Et les émissions de CO2, qu'elles viennent de France, du Vietnam ou n'importe où, elles ont le même effet sur le climat. Ça se mélange très vite et ça fait un réchauffement qui a lieu partout. Donc à partir de là, il faut arriver à des solutions qui sont politiques parce que on va avoir des citoyens qui ont compris, qui veulent bien faire un petit effort, mais qui ne sont pas prêts à changer leur gros 4x4 contre une voiture plus petite. Ben notamment parce que j'ai pas envie d'avoir une voiture plus petite que celle de mon beau-frère, quoi. Voilà, une question de fierté.
Ben oui, mais enfin, si le beau-frère, lui, il ne peut plus non plus garder son 4x4 parce que c'est plus du tout rentable, parce que c'est complètement has-been, et ben, il va changer, et puis moi aussi, et puis on va finir par tous le faire. C'est-à-dire que c'est pas le changement de comportement individuel, il est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il est hyper important. Mais il va pas suffire. Il va falloir que d'autres choses changent qui sont de l'ordre des règles du jeu. Donc les règles du jeu, elles peuvent être imposées par les autres, en fait, parce que si on change tous de comportement, il y a un effet comme ça comment dire, de mimétisme social qui fait qu'on va s'adapter à des nouvelles normes qui sont, voilà, qu'on observe autour de nous. Mais les changements de règles du jeu peuvent aussi venir du politique et du changement des règles, des lois, ou avec un prix du carbone qui fait que certains produits deviennent moins rentables que d'autres et on change progressivement notre consommation vers d'autres choses. Alors parlant de loi, il y a une loi qui a été beaucoup débattue en France ces derniers temps, c'est la loi climat et résilience. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On a l'impression qu'il y a vraiment une opposition très forte entre un certain nombre de gens, notamment dans les cercles écolos, qui disent « Ah, mais ça va pas assez loin, ah, mais c'est une occasion manquée, etc. » Et puis d'autres qui disent « Mais attendez, c'est déjà pas mal, on avance, c'est un premier pas, etc. » Et puis d'autres, bon, d'autres carrément qui disent que c'est n'importe quoi, mais bon, on va rester sur voilà ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses voilà, de ces différents équilibres-là? Est-ce que ta question est de savoir ce que je pense de la loi climat en cours? Alors bon, déjà, elle n'est pas encore finie, et je vais t'avouer que je n'ai pas regardé de très près. Ce que j'ai compris, c'est que on est très très loin du compte par rapport à ce qui a été proposé par la Convention citoyenne. Donc ça, à ce titre-là, c'est décevant. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, c'est une loi qui, comme toutes les lois sur le climat, sont un certain nombre de pas en avant, et donc on peut s'en réjouir, mais c'est vrai que quand on voit où on aurait pu aller à l'heure qu'il est, on a du mal à se réjouir. On a du mal à se réjouir parce qu'on aurait pu aller bien plus vite que ça. Bon, moi, j'ai tendance à me projeter sur des temps un peu plus longs et me dire, voilà, cette loi climat, ok, certes, c'est une occasion manquée, mais il y en aura d'autres. On va pas arrêter en fait de faire des lois qui ont un impact sur le climat dans les mois et les années qui viennent. Et donc, si ce n'est pas sous ce gouvernement parce qu'il n'est pas prêt, ce sera sous le suivant, en tout cas, j'espère. Et puis, ce sera sous la pression des citoyens qui, je pense, vont progressivement prendre la mesure de l'ampleur de ce sujet. Oui, ce que tu proposes, c'est d'examiner le temps long. Et effectivement, si on prend un petit peu de hauteur, qu'on dézoome, voilà, on sort des affrontements qui peuvent être un peu parfois picrocolins, où l'un va s'opposer à l'autre, notamment sur les réseaux sociaux, pour se dire qu'en fait, un grand mouvement est en cours et que de toute façon, il va continuer à avancer, c'est ça? Oui, tu as raison, il y a des arguments des uns et des autres qui peuvent être politiques. Donc d'un côté, il y en a qui disent que cette loi, elle est hyper dangereuse parce qu'elle va beaucoup trop loin. De l'autre côté, il y a des gens qui disent qu'elle ne va pas assez loin. Moi, je suis plutôt de cela, hein, évidemment, qu'elle ne va pas assez loin par rapport aux enjeux climatiques. Mais bon, voilà, comme je te disais, je suis préoccupé par un sujet qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros et qui n'est pas qu'en France en plus, qui est à l'international. Donc paradoxalement, je n'ai pas passé beaucoup de temps à regarder cette loi de près en me disant, certes, ok, bon, c'est hyper décevant, mais d'une certaine façon, je m'y attendais. Je sais que les politiques ne sont pas prêts. Je sais aussi qu'une raison pour laquelle les politiques ne sont pas prêts, c'est parce qu'en vrai, ils sont le reflet de l'opinion publique qui elle-même n'est pas prête, en fait. Beaucoup d'écolos comme moi sont déçus par cette loi, mais qu'en pensent vraiment les Français? Donc les 150 citoyens qui ont été pris au sort, eux, ils ont compris parce qu'on leur a expliqué. Les 67 millions de Français, eux, on ne leur a pas expliqué. Donc en fait, en vrai, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment prêts pour tout ce qui est dans cette loi. En fait, je ne suis pas allé vérifier en faisant des sondages. Ce sera intéressant. Si ça se trouve, cette loi, elle est même en retard par rapport à l'opinion publique actuelle en France, mais j'en suis même pas convaincu. Donc voilà, il y a un enjeu qui est d'un petit peu plus long terme que ça. Pas non plus de très long terme, hein, mais un petit peu plus long terme que juste cette loi climat qu'il va falloir expliquer cet enjeu aux citoyens, aux entreprises. Donc pour moi, c'est ça la stratégie. Hein. Les citoyens, qui sont aussi des salariés, donc après les entreprises, qui vont comprendre que leur survie passe par des changements fondamentaux des règles du jeu et que après, ça va finir par se traduire dans les textes. Voilà. Donc si on a une loi qui n'est pas prête aujourd'hui, qui n'est pas au bon niveau aujourd'hui, c'est parce que la société n'est peut-être pas encore prête pour ça. Et donc continuons de travailler sur la préparation de la société, des citoyens, des entreprises, pour que ça finisse par remonter jusqu'aux politiques et que ça se fasse pour de vrai
dans les mois et les années qui viennent. Oui, en fait, ce que tu proposes, c'est de ne pas examiner effectivement chaque événement comme une déception. Parce qu'effectivement, vu l'ampleur des enjeux, on pourrait imaginer que chaque événement, c'est jamais assez, vu l'ampleur des transformations. Ah, mais oui, alors, de toute façon, bon, enfin, de toute façon, ce ne sera jamais assez, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, non, on est sur un sujet où, vraiment il y a une urgence. Il y a une urgence climatique qui est là. Il faut aller le plus vite possible et le plus loin possible. Donc, il faut vraiment déployer tous les efforts. Mais il faut aussi se préparer à ce que ce soit long. Ça va être un marathon. Donc là, il y a une déception maintenant. Cette loi, c'est pas l'alpha et l'oméga. Une urgence lente, en fait. C'est ça, c'est la tension. Quelles sont les échelles de temps? Le changement climatique, c'est les décisions qu'on prend aujourd'hui. Les émissions d'aujourd'hui ont un impact sur le climat dans plusieurs décennies. Hein, le climat des 20 prochaines années, il est déjà prédit. On ne pourra rien faire. Le climat des 20 prochaines années, il va augmenter, on se dirige vers les 2 degrés. Ça, c'est parce que le CO2 reste dans l'atmosphère. Oui, le CO2 reste dans l'atmosphère, le niveau du forçage relatif, il est à un certain niveau, la température, elle a augmenté, du coup, les conséquences, elles se font sur du long terme. Il y a énormément de mécanismes qui ont une inertie plus ou moins importante. Donc le climat des 20 et presque 30 prochaines années, il est quasiment écrit. À partir de 40, 50 ans, on commence à voir un découplage, on commence à voir quelque chose sur les courbes entre le scénario business as usual et le scénario de sauvetage du monde qui nous permet de rester sous les 2 degrés. Ça, c'est le temps du climat, c'est des décennies. Maintenant, le temps de l'action, il consiste à prendre les émissions d'aujourd'hui et les faire descendre. Voilà. On est sur une courbe qui, pour l'instant, est en train d'augmenter. Ensuite, il va falloir les faire descendre et arriver à presque zéro en 2050. Il faut arriver à une division par 3 au niveau mondial en 2050, ce qui veut dire concrètement une division par beaucoup plus chez nous. Et en vrai, il faudrait mettre à 0 émissions nettes en Europe, dans les pays de l'OCDE, les pays développés, pour laisser un peu de place aux autres pays de se développer un petit peu, pour être dans les clous pour les 2 degrés. Chipoter sur où on en sera en 2050, ce n'est pas l'ordre du jour. Pour l'instant, on est sur une courbe dont les émissions augmentent. Il faut passer d'un monde dans lequel les émissions augmentent à un monde dans lequel elles descendent. Et quand on en sera là, il sera temps de savoir si le niveau de la pente il est suffisant. Et quand on sera à moins 2% par an, on se dira, c'est bien, déjà c'est négatif, mais il faut que ce soit encore plus que ça. Voilà. Donc, l'agenda à court terme, c'est ça. Et là, l'échelle de temps de ce dont on est en train de parler, c'est des années. C'est pas, et presque même, c'est des mois, en fait, parce que voilà, des objectifs qui se chiffrent en années, ça te fait un plan d'action qui se décline sur des mois. Voilà, donc la loi climat, c'est sûr que c'est une opportunité ratée qui est très dommage, mais à l'échéance, sur les délais qu'on a, on a moyen, dans les années qui viennent, sur la prochaine mandature, on a moyen de faire la suite, de passer à la vitesse supérieure. Et puis surtout, il n'y a pas que la loi, on est sur tous les fronts en parallèle. Donc, travailler sur l'opinion publique, travailler sur les changements de comportement, travailler sur les entreprises, etc., c'est des choses qui ne sont pas vaines. Et plus on accompagne les entreprises et les citoyens à avancer sur ces sujets, et plus la prochaine loi, elle sera facile à faire passer et elle pourra aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, tu vois, pour moi, j'ai une forme de distance par rapport à ces événements comme une loi sur le climat. Peut-être aussi parce que ça fait longtemps que je milite et j'en ai eu des déceptions jusqu'ici. J'ai vécu la COP21, j'ai vécu énormément de choses où à chaque fois on se dit c'est un verre à moitié vide mais il est à moitié plein. Tu vois, donc j'ai pris un peu de recul et en fait je ne m'attends pas par défaut à avoir des bonnes surprises de la part des politiques aujourd'hui. Donc le jour où ça arrivera, je serai content. Mais Tu dis qu'il faut prendre le problème effectivement par tous les bouts. Il y a une autre chose, c'est qu'on parle du CO2 quasiment uniquement. Il y a un autre gaz important aussi, c'est le méthane. Et certains experts disent que ça serait beaucoup plus facile de faire diminuer nos émissions à la fois nationales et mondiales de méthane, en jouant sur notamment l'organisation des décharges qui émettent un certain nombre de méthane. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Parce que ça c'est plutôt un signal optimiste.
Oui, enfin optimiste, il ne faut pas non plus imaginer que ça va sauver la planète, mais le méthane, ça représente une bonne partie des autres gaz à effet de serre. Donc les autres gaz à effet de serre, c'est à peu près un quart de l'ensemble des gaz à effet de serre. Et là-dedans, le méthane va peser, donc sur les 25%, il va être, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est quelque chose entre 15 et 20% sur les 25%. Et donc c'est une part importante. Et ce qui caractérise le méthane, c'est que c'est un gaz à effet de serre qui est très puissant. Il est beaucoup plus puissant que le CO2, de l'ordre d'une centaine de fois plus par tonne, mais il a une durée de vie plus courte. Alors c'est pour ça que quand on compare les deux, on a l'habitude de regarder sur un siècle. Et sur un siècle, le méthane, par tonne, il est 25-28 fois plus puissant que le CO2. Mais si on regarde par molécule, c'est en fait 10 fois plus. Donc c'est peut-être ce chiffre qui est plus parlant. En fait, par molécule, le méthane est 10 fois plus puissant que le CO2. Et par conséquent, on se dit que réduire nos émissions de méthane, ça peut avoir un impact sur la température, sur le forçage relatif, qui est beaucoup plus immédiat, beaucoup plus rapide que le CO2. Et à ce titre-là, je pense que c'est intéressant en effet de réfléchir à ça parce que si très vite on a un impact sur la température, ça va éviter les emballements du climat qu'on peut craindre à l'avenir. Les emballements du climat qui d'ailleurs impliquent du méthane, qui sont à la fonte du permafrost, avec beaucoup plus d'incertitudes, mais les clatrates de méthane au fond des océans également, c'est des choses qui, si ça se déclenche, eh bien, ça peut faire un effet d'emballement du climat, parce que justement c'est des émissions de méthane qui réchauffent, etc. Et pour ceux qui ne comprendraient rien à ces termes, je vous invite à jouer à la fresque du climat. Parce que, vous saurez tout sur les hydrates de méthane et sur le permafrost. Voilà, en effet. Donc oui, c'est vrai que le méthane, il a un effet plus court dans le temps, il a une durée de vie plus courte, il a un effet très puissant et à court terme. Et donc si on réduit rapidement nos émissions de méthane, on va pouvoir avoir un impact rapide sur la température dans les siècles qui viennent, enfin dans les années et les décennies qui viennent plutôt. Et après, en plus, réduire les émissions de méthane, tu as cité quelques exemples, en effet, quelquefois c'est assez facile à faire. Les grosses émissions, ça va être la rumination des bovins, donc là c'est quand même un changement de comportement, mais au moins on a l'intérêt sur ce sujet-là, c'est que réduire la consommation de viande, c'est pas du côté des entreprises ou des États, c'est les comportements individuels, directement. C'est-à-dire si on décide, on peut manger moins de viande, et ça peut aller assez vite si comment dire, les représentations mentales changent chez les gens. Si ce qui est à la mode, c'est de devenir végétarien parce que toutes les stars de la télé sont végétariennes, et ben, ça peut aller assez vite, à vrai dire. Donc là, il y a la viande. Il y a également un truc dont on parle un peu moins, c'est les fuites de méthane sur en fait les gazoducs, parce que le gaz naturel, c'est du méthane. Donc dès qu'il part dans l'atmosphère, eh ben, ça a un impact 10 fois plus puissant que si on l'avait brûlé, ce qui est sa destination normale. Et réduire les fuites de méthane, ça peut être assez rentable au plan économique. Alors il faut quand même mettre un certain prix au CO2. Alors du coup, on parle du CO2 équivalent, puisque c'est plus du CO2, c'est du méthane. Mais mettre un prix au carbone et puis lancer des grands projets de rénovation des gazoducs. Il y en a un paquet, il me semble, en Russie, qui ne sont pas du tout au niveau et qui fuient de partout. Donc il va falloir travailler dessus. Et là, on a des gains assez rapides. Les émissions du méthane, les émissions fugitives, enfin, c'est-à-dire dues aux fuites de méthane sur les gazoducs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est du même ordre de grandeur que les émissions de l'agriculture en termes de méthane. Donc c'est quelque chose d'énorme. Il y a une autre façon de limiter les émissions de méthane, c'est tout ce qui est la fermentation en mode anaérobique, ou la macération, la dégradation de matière organique en mode anaérobie, c'est-à-dire dans les décharges, dans les composts, etc. Dès qu'un tas d'ordures est très gros, l'oxygène ne parvient pas à aller au fond du tas, où il y a de la décomposition de matière organique, et donc ça va faire du méthane, alors que s'il y avait de l'oxygène à cet endroit-là, eh bien, au lieu de faire du méthane, ça ferait du CO2. Les mêmes bactéries dégraderaient la matière organique en produisant du CO2 si elles avaient de l'oxygène à disposition. Parce qu'elles n'ont pas d'oxygène, elles vont faire du méthane à la place. Donc oxygéner un tas de fumier, un tas d'ordures ou n'importe quoi, c'est assez facile à faire d'un point de vue technique. Donc en effet, il y a certainement des pistes très intéressantes qui sont rentables sur le plan financier pour réduire les émissions de méthane. Il y en a même qui veulent le transformer en source d'énergie via les méthaniseurs, etc. etc. Oui, aussi, c'est
C'est deux façons de faire les choses. Si on réussit à capter tout ce méthane, et pas juste une partie, si on arrive à capter ce méthane sur une décharge par exemple, et qu'on peut ensuite le brûler pour faire de l'énergie, de la chaleur ou de l'électricité, eh bien, ça va diviser par 10 les émissions qui correspondent. Mais à condition qu'il n'y ait pas de fuite non plus. Si on récupère qu'une petite partie, il valait mieux aérer et ne pas qu'il n'y ait pas carrément de dégagement de méthane. Oui, on voit, tu dis là quelque chose d'important, parce que pour finir, je voudrais qu'on dise un mot sur, parce qu'on ne va pas consacrer d'autres vidéos précisément à ces questions-là, l'innovation technologique. Parce qu'on voit que là, il y a tout un tas de solutions sur le méthane et sur autres qui peuvent et qui vont être inventées et qui sont peut-être différentes d'une certaine représentation qu'on peut avoir de l'innovation technologique, comme grâce à l'innovation technologique, tous nos problèmes climatiques sont bientôt finis avec ce dont on entend parler, la géo-ingénierie, etc. etc. Comme si cette espèce de mode de fonctionnement qui est un problème, une technologie qui trouve la solution, pourrait nous sauver finalement dans cette période-là. Peut-être pour finir la vidéo, un petit mot sur cette question-là, sur ta vision. C'est l'innovation. Ouais. C'est sûr qu'une innovation qui permettrait d'aérer un tas de compost, c'est moins sexy que l'intelligence artificielle. Et pourtant, ça peut être hyper efficace sur le plan des émissions de méthane ou de CO2. Donc il y a énormément d'idées à avoir, énormément d'innovations encore à inventer autour de ces enjeux climatiques. Mais ce n'est pas forcément des innovations qui sont technologiques. C'est des innovations qui peuvent être très low-tech et même low-cost quelquefois pour arriver à améliorer les choses. Donc on a encore plein de pain sur la planche et surtout il y a beaucoup de stimulation intellectuelle pour résoudre ces enjeux climatiques, donc on va pas s'ennuyer dans les années à venir. Oui, c'est sur ces mots que nous terminons la vidéo. Alors je vous invite à donc faire une fresque du climat, comme vous l'avez compris. Première chose, suivre aussi le mouvement pour un réveil écologique qui a pas mal travaillé sur ces questions et puis d'une manière générale, continuer à vous former. Voilà, et à bientôt pour une prochaine vidéo.